À partir du moment où on se sent solidaire sur le même vaisseau Terre, et moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question, il y a tout un tas de choses qui paraissent complexes qui deviennent des évidences. Et le sentiment de vivre sur une petite planète et de respirer le même air, là on n'a pas ce sentiment, mais en fait on respire exactement tous le même air et on est nourri par les mêmes substrats. Et si on arrivait à être beaucoup plus conscient de ça, on arriverait à quelque chose d'énorme. Et donc cette conscience de Gaïa, c'est vraiment une image qui pourrait nous guider et nous aider pour avancer vers des futurs souhaitables. Alors si on considère qu'on partage fondamentalement 4 choses, tous ensemble, c'est-à-dire notre Terre, notre humanité, notre présent et notre avenir, comment est-ce qu'on peut créer justement ce dénominateur commun-là, et je te repose cette question-là directement, avec cette sensation d'overview effect que tu aides à démocratiser aujourd'hui. Et est-ce que tu veux d'ailleurs le présenter, en fait, ce qu'est l'overview effect, et voir ce que ça peut apporter, en fait, pour avoir cette conscience du monde et de Gaïa? Moi, j'avais le sentiment qu'on vivait finalement dans un monde qui était trop grand pour que on sente ce sentiment d'interdépendance. Et pour pouvoir avoir le sentiment d'interdépendance, il faut regarder notre maison, regarder là où on vit tous ensemble, à une distance où effectivement on ne peut plus nier le fait qu'on est dans un monde petit. Et pour ça, il faut aller dans l'espace. Et il y a 500 personnes qui sont allées dans l'espace, les astronautes, et il y en a la moitié qui, en allant dans l'espace, en fait, ont vu la Terre, mais surtout l'ont trouvée absolument magnifique en la voyant tourner, et ils en sont tombés amoureux. Ça s'est fait, ça s'appelle l'overview effect. Et cette nécessité de prendre du recul pour nous ramener à nous-mêmes en collectif, on peut se ramener à soi-même en individuel, mais nous ramener nous-mêmes en collectif pour réaliser qu'on est sur le même vaisseau, pour moi c'était quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est au cœur de l'intrigue de Siècle Bleu, et dans cette intrigue il y avait ces images de la Terre et la poésie d'un astronaute qui parle de la Terre, donc là encore la poésie comme étant un vecteur d'émotion et un vecteur de création de l'avenir. Et voilà, j'ai un projet qui s'appelle Blue Turn, dans lequel on utilise des images de la NASA, d'un satellite qui a 1 500 000 km et qui a la chance de pouvoir prendre des photos toujours de la Terre éclairée. Et grâce à ce satellite, on a créé une application et un site web qui permet aux gens de regarder la Terre depuis l'espace et d'avoir ce sentiment. Et on l'a projeté des centaines de fois là, ces 2 dernières années, dans des tas de lieux différents à travers le monde. Et à chaque fois, ça provoque une grande émotion. Et là, on voudrait arriver à le généraliser. Et c'est une des choses qui peut nous amener à faire société. Il y a plein d'autres choses, mais c'est un élément qui manquait peut-être par rapport à d'autres outils. Et voilà, c'est de travailler à une distance beaucoup plus grande pour avoir ce sentiment d'appartenance à Gaïa, sur lequel on a travaillé avec Vincent, qui a composé une magnifique poème sur Gaïa que vous pouvez trouver sur Internet, qu'on a fait pour le jour de la Terre l'année dernière. Ça s'appelle l'univers dans un unique verre. Merci. Tu voulais prendre la parole, Antoine? En réaction à ce qui avait été dit, raconter une histoire, pour moi, c'est rendre le monde accessible. Je vous écoutais tous, et je t'écoutais notamment au début parler des mots qui deviennent des mots qui ont été utilisés à tort et à travers, qui ne veulent plus dire grand-chose. On est en train de réfléchir à mettre en place des réflexions autour des nouvelles formes de langage, en se demandant si finalement l'emoji n'est pas l'avenir de l'humanité, et en se disant quand même c'est pas une bonne idée, quoi. Une sorte d'espéranto en emoji. Donc le monde devient complexe. Une des réactions possibles, c'est pour ça que j'évoque cette histoire-là, c'est de se dire on va essayer de le rendre simple en utilisant des mots qui sont compréhensibles par tous, parce que comme ça on peut faire société, on se comprend, et puis à la fois pourquoi pas un émoticône, etc. J'ai pas eu exactement l'impression que ce soit la bonne voie. En revanche, ce qui a été dit aussi, c'est la question des enfants. Vous fermez les yeux et souvenez-vous quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, vous étiez bercé par des histoires. Voilà, quand tu parlais, Malek, ça y est, j'étais emporté. Hein. Et je pense qu'en fait, la bonne nouvelle aujourd'hui, je suis un indécrottable optimiste, c'est qu'on a de plus en plus de moyens, bien que le monde devienne de plus en plus complexe, de le rendre accessible sans être dans l'émoji. Tu le fais avec Blue Turn. Les voyages que tu organises, Mathieu, dans des futurs souhaitables, sont un moyen de mise à disposition de cette expérience du monde. La même chose quand tu comptes, etc. Et pour moi,
pour répondre à la question que tu posais, et qui me paraissait hyper intéressante, qui était de savoir comment on construise ensemble un avenir désirable finalement, c'est justement la multiplication de ces expériences et d'accepter de prendre un tout petit peu de recul par rapport à soi-même, par rapport à cette sédimentation successive qu'on s'est construite en tant qu'enfant, puis adolescent, puis adulte, et de se dire comment est-ce que je me réémerveille d'un certain nombre de possibles et comment je me laisse submerger par l'émotion. Quand j'étais petit, je vous disais, je lisais beaucoup. On m'a à un moment dit qu'il fallait mieux lire des essais que des fictions. Je l'ai fait parce que j'étais hyper bon élève. Et puis à un moment, j'ai dit, mais non, en fait, je vais relire des fictions. Parce qu'en fait, je pense qu'on se nourrit beaucoup plus de ça parce qu'on y trouve des expériences croisées qui sont en fait rendues accessibles beaucoup plus qu'en lisant des essais souvent. Et que dans le cas de ces émotions qu'on vit, on est capable d'avancer. Et petit à petit, potentiellement, de se projeter petit à petit, éventuellement derrière, d'avoir envie de participer à tout ça. Moi, je rêve d'un monde dans lequel il y aurait des arbres au pied desquels on se coucherait en permanence avec quelqu'un à côté qui nous lirait des contes. L'accessibilité, pour moi, est vraiment quelque chose d'hyper important. Et je le redis parce que, pour moi, c'est essentiel, on a un risque de dérive vers justement une simplification à outrance, et que l'accessibilité, c'est pas la simplification à outrance. C'est transmettre la complexité du monde de manière accessible et qui donne envie à chacun de s'engager. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra construire un avenir un peu souhaitable. Et il y a un proverbe bouddhiste qui dit que le voyage est un retour vers l'essentiel. C'est justement ça, l'essence n'est pas la simplification, mais l'embrasser la complexité du monde. Je t'en prie. Ouais, c'est juste une anecdote, enfin c'est anecdotique, mais c'est symptomatique de ce qui vient d'être dit. J'ai donc repris l'émission de nuit depuis septembre, et jusqu'à présent, en fait, à la fin de cette émission, à 1h du matin, au dernier auditeur, on disait, je sais pas, bonsoir Françoise, bonsoir Vincent, bonne nuit, il est 1h, au revoir. Et je trouvais, après tout ce qu'on avait échangé pendant 2h30 d'intime, et là dans des mots très forts, dans des récits de vie souvent très dramatiques, je trouvais ça d'une violence inouïe. Et j'ai dit non, c'est pas possible, on peut pas laisser les gens aller se coucher comme ça chez eux, avec cette radio allumée qui repasse sur notre programme. Moi, je trouve ça épouvantable. Et j'ai demandé à ce qu'on me crée un petit tapis musical, et j'ai demandé 2 minutes de fin d'émission, d'abord pour dire merci à tous ceux qui étaient venus s'exprimer, et surtout pour les laisser, alors j'ai pas le temps d'un conte, j'adorerais, mais pour les laisser avec une phrase, un passage d'un auteur, quelque chose d'inspirant. Et je leur ai présenté effectivement aux auditeurs en disant, voilà, c'est comme quand on était petit, qu'on allait se coucher, on racontait une histoire. Alors, évidemment, j'ai pas le temps de vous raconter une histoire, mais je vous laisse avec la musique des mots. Voilà, c'est pas forcément alors ça peut être une belle idée, mais vraiment la musique des mots. Et alors ils m'ont tous dit, vous pourriez pas le publier sur Facebook, etc. Je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que votre mental va le prendre et vous allez vous le répéter comme des perroquets, ça n'a aucun sens. La seule chose, il n'y a rien à retenir, il y a juste à vivre ce moment-là, cette phrase-là, comme une musique, et juste à goûter la poésie, les mots. Alors ça va de la poésie et donc c'était pour rebattre là-dessus, quand tu parlais d'accessibilité, oui c'est une évidence, et ce qui est formidable, quel que soit le niveau culturel, le niveau d'accessibilité, tout le monde y est sensible. Je veux dire, passer un disque de Mozart, tout le monde est sensible, la poésie, tout le monde est sensible. Chaque humain, parce qu'on l'a en nous, je pense, depuis la nuit des temps. Je pense que notre inconscient collectif a ça depuis la nuit des temps, parce que c'est le langage de l'âme. Hein, et pour repartir sur François Chang, les mots et les mots qu'on entend, les mots qu'on se dit, les mots dans l'amour, les mots dans la poésie, c'est le langage de notre âme. C'est comme ça qu'elle s'exprime. Donc c'est très très important, cette accessibilité. Voilà. C'est juste que... Merci beaucoup. Malek, tu voulais dire quelque chose ? Il y aurait beaucoup de choses à évoquer. Certainement, j'aimerais démarrer par une petite histoire, forcément. Allons-y, comme on a parlé de Gaïa, l'histoire qui va faire résonance, parce que c'est... Tiens, on parlait de poète, on peut citer Paul Claudel qui dit le poème n'est pas fait pour être compris, il est fait pour exiger la révolte de l'oreille. Autrement dit, ce qui compte, c'est pas le sens, c'est la résonance. Il faut que ça vibre. Il faut que ça vienne nous chercher dans les tripes et que ça nous donne envie d'aller un peu plus loin. Et donc, comme on a parlé de Gaïa, ce qui est intéressant, encore une fois, les histoires existent depuis la nuit des temps. Il y a une très belle histoire, non pas de Gaïa, on a parlé de François Chang, on va aller encore une fois du côté de la Chine orientale, c'est du fait de mes études de philosophie orientale. Et au lieu de Confucius, je vais parler de Li Tzu.
quand un de ses élèves est allé le voir, on est toujours au 5e siècle avant Jésus-Christ, pour dire qu'il fait beaucoup de choses, pas uniquement en Grèce, mais également de l'autre côté, dans une autre sphère orientale, un des disciples vient voir Li-Tzu en lui disant « Mais qu'est-ce qui est le plus important dans la vie ?» Et Li-Tzu répond « La nature ». Parce que chez les Chinois, on ne parle pas de Gaïa, qui est un terme plutôt connoté occidental, mais la nature, on rejoint Gaïa. Et donc il répond « La nature, c'est ce qui est le plus important dans la vie ». Et un de ses disciples lui dit « La nature ». Et quoi la nature? La nature qui nous environne, la Terre, la planète. Et le disciple dit « Mais pourquoi ?» Et Li-Tzu répond « Parce que quand le soleil se lève, mon corps se remplit de lumière. Quand la lune se lève, mon âme se remplit de rêves. Quand la pluie tombe, mon corps étanche sa soif. Quand le vent se lève, mes oreilles, avides de mélodies sublimes, savent capter l'essentiel inaperçu. » Et le disciple lui dit « Et quand il neige, je me purifie aussi bien l'âme, le corps, l'esprit et le cœur. » Donc là, on touche à une des dimensions essentielles de l'invisible. L'invisible qui est le tronc du visible. Et si on va aller du côté de Gaïa, vous avez parlé de Gaïa, il y a une très belle histoire grecque. Donc là, une deuxième histoire, de ça on est là pour parler d'histoire, mais très courte, c'est une philo-blague, qui touche à ce qu'a évoqué notre ami Jean-Pierre sur les enjeux de notre planète Terre, pour dire qu'on n'a rien inventé sur le changement climatique, sur l'impact de l'activité humaine. Déjà, depuis la nuit des temps, on a été extrêmement sensible. Et donc ça se passe au tout commencement du temps, quand hier était encore demain, et aujourd'hui un avenir sans fin. Un village, quelque part, dans une contrée, perdue, enclavée. Un lac qui soudain déborde et ravage tout le village, tous les villageois. De nombreux enfants, des femmes, des hommes sont emportés et sont noyés. C'est la désolation, c'est la consternation, parce qu'à cette époque, on vivait dans ce juste équilibre, dans cette harmonie entre les humains, le monde minéral, le monde organique. Tout le monde était capable de se parler parce qu'on se comprenait. À la fin de la désolation, les hommes, déçus, dégoûtés des ravages de la nature, décident de convoquer Gaïa, l'esprit de Gaïa, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc ils vont voir Gaïa, parce qu'à cette époque on était capable de discuter avec la Terre, et ils convoquent Gaïa en lui disant « On ne comprend pas, nous sommes dans un équilibre permanent, pourquoi le lac a débordé, a généré autant de pertes, on a perdu des enfants, des femmes et des hommes ?» Et Gaïa ne comprenait pas, leur dit « On va essayer de remonter à la source des choses, convoquons l'esprit du lac. » Et Gaïa convoque l'esprit du lac. Et Gaïa demande à l'esprit du lac, le lac, « Pourquoi as-tu débordé? Pourquoi as-tu causé autant de ravages ?» Et le lac répond, c'est pas ma faute. Les eaux qui m'alimentent ont doublé de volume et j'ai gonflé comme une outre. Alors Gaïa convoque l'esprit des eaux. Et l'esprit des eaux répond, c'est pas de notre faute. Les rivières qui nous alimentent ont triplé de volume et nous ont transformés en rivières impétueuses. Alors Gaïa convoque les rivières en disant, mais pourquoi vous êtes transformés en mouvements impétueux, en générant tout ce système de cascades et d'événements violents? Et l'esprit des rivières répond, c'est pas notre faute. Les neiges qui sont d'habitude retenues par les sapins dans la montagne ont fondu en quelques minutes et nous ont gonflés et ont fait que nous sommes devenus extrêmement violents. Alors Gaïa convoque l'esprit des neiges en leur disant, mais les neiges, pourquoi avoir fondu de manière aussi rapide et de manière aussi inconséquente? Et l'esprit des neiges répond, c'est pas notre faute. D'habitude les montagnes, les sapins nous retiennent, mais là cette année, l'hiver qui a été clément, l'hiver qui a été rigoureux, les hommes ont tout coupé. C'est la cupidité de l'or vert qu'il faudra aller chercher. Les hommes baissent la tête. Et Gaïa regarde les hommes et leur dit, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Car qui sème la désolation récolte la désolation. Merci mon cher Malek. Alors, avant de passer de l'intelligence poétique dont nous avons parlé jusqu'à présent à l'intelligence collective pour coécrire le monde de demain, je vais te poser une question. Élise Debout, qui est la directrice de l'école Les Mots, qui fait beaucoup d'ateliers d'écriture pour redonner le goût à l'écriture et donner en fait aussi beaucoup de techniques en fait pour écrire un roman, une nouvelle, de la poésie, d'autres formes d'art littéraire. Qu'est-ce que tu vois en fait aujourd'hui on est un peu tiraillé entre des gilets jaunes d'un côté, de la COP24 de l'autre. Comment est-ce que tu vois en fait cette nouvelle envie en fait d'écrire, et dans l'écriture, est-ce que tu vois quelque chose qui aussi traite de ces enjeux essentiels pour l'avenir de l'humanité? Bonsoir déjà, et puis désolée pour le retard. Je pense que l'école que j'ai fondée d'abord s'appelle Les Mots,
Donc j'étais assez sensible à ton discours, Sophie. Et c'est pas pour rien qu'on l'a appelé les mots et pas autre chose. C'est tout le sens de notre école est là. Pour répondre à ta question, je pense que ce qu'on voit à l'école, c'est un rapport au langage qui est très collectif. C'est-à-dire que les gens se retrouvent et passent du temps ensemble à mettre des mots sur leur imaginaire et à discuter avec les autres personnes pour faire émerger un imaginaire collectif. Et on ressent ce besoin des gens de se retrouver dans ce lieu, parce qu'on aurait pu décider de ne pas faire de lieu, par exemple. On a 200 mètres carrés dans le 5e, c'est un lieu qu'on a imaginé justement avec des codes assez modernes pour que les gens s'y sentent bien, s'y retrouvent, justement pour progresser dans l'art d'écrire. Et toute la journée, dans notre lieu, les mots volent. Ce ne sont que vos mots, ce sont les mots des personnes qui viennent sur tout un tas de sujets très différents. Donc on a des modules qui sont plus ou moins poétiques. Ça peut être de la poésie, ça peut être du roman, ça peut être écrire un discours de mariage. Tout ça, c'est les mots. Et finalement, les mots, ils sont partout. Le sujet est magnifique, puisque les mots sont absolument partout. On ne peut pas faire un pas sans trouver un mot, sans entendre des mots. Donc voilà. Merci. Et alors, est-ce que tu vois, en fait, justement, dans ce qui est écrit, dans le contenu, sur le fond, en fait, des sujets essentiels évoqués, justement, pour écrire un nouveau narratif, toi, dans ce que tu as pu voir dans tous tes ateliers, est-ce que ça fait partie, en fait, de ce dont les gens ont envie d'écrire, ou c'est plus des histoires personnelles, de l'imaginaire fantastique, où il y a quelque chose de l'ordre de l'utopie, si on définit comme le... Enfin, je sais pas si on définit, c'est l'utopie, c'est l'irréalisé, non pas l'irréalisable, donc quelque chose, une projection, en fait, dans un avenir possible. Je pense que toutes les personnes... depuis qu'on a lancé l'école il y a 2 ans, 2000 personnes sont passées dans nos murs. C'est avant tout, en général, à partir de l'expérience propre de chacun. Donc on écrit à partir de soi, à partir de ce qu'on est, à partir de son vécu. Je ne pense pas qu'il y ait de volonté forcément d'arriver à un collectif ou de se projeter dans un imaginaire souhaitable. C'est pas forcément l'objectif, mais c'est ce qui aboutit quelque part de par la posture très sincère de chacun venant pour écrire et du coup se livrer aussi. Donc vous êtes un groupe de 10 personnes dans une salle, vous lisez un texte que vous avez écrit, à partir de là, forcément, il y a des choses qui émergent, qui étaient inattendues et qui sont de l'ordre du collectif. Mais quand vous venez, vous écrivez essentiellement, en fait, comme on parle, comme on s'exprime, à partir de la personne qu'on est, à partir de son expérience propre, singulière, unique et personnelle. Et c'est effectivement assez fou de se rendre compte que notre expérience unique va recouper d'autres vies, d'autres expériences, c'est ce qu'on appelle une rencontre. Donc voilà, pour répondre à ta question. Merci. Alors, des mots qui volent aux modèles de société de l'avenir. Bernard Werber disait ne t'attaque pas au système, démode-le. Et je voudrais t'entendre là-dessus, Mathieu, sur cette possible intelligence collective de la coécriture du monde de demain. Je sais que tu conspires avec une grande partie d'ailleurs de ces intervenants qui sont aussi conspirateurs positifs, comme le Cosmos pour notre avenir. Qu'est-ce que tu vois en termes d'intelligence collective de tous les acteurs du changement aujourd'hui, et pas que, c'est vraiment au sens large du terme acteur du changement, en fait, de coécrire, chacun avec son art, chacun avec son génie, chacun avec ses mots, en fait, une partition de l'avenir qui pourrait être un avenir inclusif, souhaitable, harmonieux et durable. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une jolie phrase qui est autant de la poésie qu'une analogie biologique, qui est que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et de fait, depuis une quinzaine d'années, non seulement la forêt elle pousse, mais elle pousse bruyamment aussi fort que l'arbre qui tombe. Et donc tous ces morceaux de demain, que sont ces petites pousses, ces signaux faibles dont on parle en prospective, non seulement ils ont sorti de terre, mais si on prend le temps de les appréhender, qu'on retire l'humus de la réalité, on voit qu'ils sont interconnectés. Et finalement, dans cette analogie, ça nous rappelle que dans une forêt, il n'y a pas une révolution, une forêt puis une autre, mais une évolution, une forêt dans une autre. Et on est à ce moment-là de notre histoire. Non seulement la forêt
potentiel. C'est évidemment une forêt en devenir. Elle est déjà là, mais en plus on est interconnectés les uns avec les autres. Et pour reprendre ta question sur Gaïa, Gaïa c'est la seule limite qui vaille. Actuellement, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que cette matière qui est ressortie des trous noirs nous dise que peut-être c'est un passage vers quelque chose d'autre. Pour l'instant, la seule qui vaille, à mon avis, dans notre pensée collective du moment, c'est la biosphère qui fait notre vaisseau spatial fragile. Donc sur cette biosphère fragile, les rhizomes humains sont en train d'être une partie de la réalité de demain. Et donc il faut parler de ça, il faut montrer de ça, sans être dupe de la difficulté du monde, mais en étant lucide sur le fait que ça constitue aussi la réalité de demain. Et tout l'enjeu, c'est d'ensemencer le réel. De dire, moi je préfère choisir d'aller donner mon énergie à la forêt qui pousse plutôt que de me concentrer sur l'arbre qui tombe. Et les médias que tu représentes ont aussi un rôle à jouer. Nous avons un rôle aussi dans cette aventure à faire écho de cette germination créative du monde qui est là. Sophie est venue sans carte de presse, je tiens à le mentionner. Non, je plaisante. Très bien. Je voulais revenir sur... tu voulais prendre la parole et après je rebondirai dessus. Merci Mathieu. Il y a un gars qu'on a un peu oublié qui s'appelait Jean Bodin. Il a dit à un moment un truc genre « il n'est de richesse que d'hommes ». Et j'aime bien cette phrase. Sur la partie d'intelligence collective, sur ce que tu décrivais, une des questions que je me pose en ce moment, c'est le fait qu'on a tous peut-être un peu oublié au fond de nous tout ce qu'on représentait chacun comme richesse, avant d'abord de l'exprimer collectivement. Et un des sujets qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est d'arriver à faire imaginer à chacun tout ce qu'il est et ce qu'il est capable de proposer. C'est compliqué parce qu'on appartient tous à une organisation, on est citoyen, on est parent, on est collaborateur d'une entreprise, d'une association, je ne sais. Et puis souvent on est cantonné un petit peu dans un rôle. On nous dit voilà, en tant que parent, voilà à peu près la méthode, etc. Et en fait, ce sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est des méthodologies qui permettent, et je pense que c'est d'actualité, j'y songeais quand tu évoquais les gilets jaunes, de libérer la parole. Donc on revient à l'actualité, puis au mot. Libérer la parole, c'est de dire j'ai beau m'appeler un tel, et puis, je sais pas moi, m'occuper de comptabilité dans un pays en Afrique, par exemple. En fait, je suis beaucoup plus que ça. Et libérer la parole, c'est donner la possibilité à chacun d'exprimer sur des sujets qui lui importent sa pensée, quelle qu'elle soit, de manière construite, déconstruite, imaginative, fictionnelle, ou peut-être même sous forme d'échange d'arguments. Et c'est intéressant, c'est que quand on se lance dans cette perspective, et qu'on arrive à libérer cette parole, on se rend compte que ce qui est proposé est bien supérieur à ce qu'on aurait pu imaginer en termes de richesse. Et c'est surtout la personne elle-même qui propage ça, qui s'en rend compte. Et là, on atteint à quelque chose qui me semble hyper intéressant, parce qu'une fois que ça se produit, et c'est pas pour rien que je pense à l'Afrique, parce que c'est une expérience qu'on avait menée dans un certain nombre de pays africains, avec 15 000 personnes qui ont participé à cette expérience, les gens s'en rendent compte, et ensuite se rendent compte qu'ils sont plus que la manière dont ils sont perçus, plus que l'étiquette qu'on leur a imposée. Et s'en rendant compte derrière, ils se disent, ah bah moi en fait, on m'a dit que je faisais de la compta, alors en fait je dois être quelqu'un qui aimait les chiffres, et en fait je suis quelqu'un qui est hyper créatif. Ou alors on m'a dit, je suis quelqu'un qui, à contrario, fait de la créa ou du marketing, donc il est créa. En fait je suis pas hyper créa, je suis plutôt quelqu'un qui est un peu scientifique et qui... Et en fait, je pense à l'Afrique parce que c'est créé, moi j'aime bien le retour justement au bon sens de choses que parfois nous on a pu oublier. Ils ont créé des guildes associés. Ces personnes-là, dans cette expérience, ils ont créé des guildes et ils se sont associés entre eux en disant « Ah bah tiens, c'est marrant parce que bah, nous, en fait, on est créatifs et vous, vous êtes plutôt comme ça, etc. » Et ils ont essayé d'apporter des réponses un peu novatrices à des questions qu'on leur posait d'ailleurs pas, ce qui me fait encore plus plaisir. Et ils ont essayé de proposer quelque chose. Et là où ça rejoint ce que tu évoquais, Mathieu, le principe d'intelligence collective, c'est si on passe de l'échelle de l'individu à l'échelle collective, c'est qu'en fait, ils se sont dit à un moment, mais comment est-ce qu'on peut s'associer entre nous en fait? Parce que moi en fait, j'avais toutes ces richesses en moi, j'en étais pas certain, voire j'en étais totalement inconscient, j'en ai pris conscience. Et par contre, je prends conscience que Mathieu a tel type de richesse dont moi je dispose pas, que Laurence, au premier rang, a d'autres types de richesses dont je dispose pas. Peut-être qu'ensemble, on peut peut-être discuter et proposer quelque chose d'un peu novateur. Donc, on part d'une libération des mots de chacun, on part de la prise de conscience de chacun qu'il est beaucoup plus que ce qu'il ne croit, et une fois que cette prise de conscience est faite, ça donne toute l'attitude de prendre la permission justement de s'autoriser
à aller proposer des choses un peu différentes, un peu novatrices, et si possible en s'associant à d'autres qui eux-mêmes sans doute avaient été bercés de contes différents des miens, et qui donc se sont construits différemment, et qui donc eux-mêmes peuvent m'apporter quelque chose. Et derrière, ça crée quelque chose de très beau, donc poétique. Et c'est justement là-dessus, c'est effectivement cette société de demain et qu'on voit en fait commencer à émerger, qui sort du CDI où chacun trouve un petit peu sa voie, une activité, et vous l'incarnez tous en fait sur scène par chacun en fait avoir eu quelque chose qui est votre vocation fondamentalement. C'est une société où chacun est dans sa potentielle zone de talent pour coécrire le monde de demain. Comment est-ce que vous voyez ça arriver, vous, en fait, dans les ateliers Bright Mirror, notamment, ce que tu viens aussi d'évoquer, mais comment la magie de l'intelligence collective peut se faire dans ce monde inclusif où on donne la parole à chacun, et comment est-ce que vous le voyez, vous, en fait, au quotidien dans vos activités, cet arbre des possibles dans lequel chacun a sa branche de l'être, à l'apostrophe ETR. Donc moi, vous avez remarqué ce qui est fabuleux avec les mots, avec la poésie. Moi, je crois beaucoup à la disruption, non pas technologique, elle est là. On n'a pas le choix. Et il faut faire avec. Et elle transforme nos rapports sociaux. Mais il ne faut pas oublier également la disruption poétique. On est en plein dedans. Parce que croire en la poésie, croire en conte, c'est s'inscrire dans l'évidence du clignement général du monde. C'est pratiquer la routine contre le divertissement futile. C'est pratiquer l'essentiel inaperçu contre le stratégique manipulatoire. Et pour répondre à cette question de la résonance, parce que les mots résonnent, RAI ou RE, et l'enjeu c'est le cœur à cœur, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir travailler ensemble, parce que la clé, elle est là fondamentalement, c'est pas la compétence technique, on s'en fout. Quand vous avez l'envie, on va apprendre. Qu'est-ce qui fait que les gens sont capables de raisonner ensemble? C'est un regard, c'est une rencontre. Et là, il est donné à tout à chacun d'avoir peut-être la juste attitude. Et ça me fait penser alors à un personnage de l'histoire. Donc on va partir toujours dans une histoire, parce que les histoires ont force de loi en ce qui me concerne, et qui permettent de répondre à la question. Alors je pense à ce grand artiste que vous connaissez tous, qui a marqué l'histoire de l'humanité, génie. On va aller du côté de Florence, en Italie, 16e siècle. Et je pense bien sûr à Michel-Ange. Alors c'est intéressant, souvent on oppose Michel-Ange et Leonardo de Vinci, c'est deux mondes qui sont complètement différents. La lumière et l'ombre. Un qui a été extrêmement secret, mais un génie sans nom. Un autre qui a été extrêmement lumineux et qui a toujours cru aux autres. Et Michel-Ange a une approche particulière pour pouvoir permettre aux gens de raisonner ensemble. Il a créé une école, lui aussi. Et il a essayé de faire grandir des enfants défavorisés pour leur donner un avenir. Et dans son processus de recrutement, il posait une seule question. Et je crois que si nous, aujourd'hui, on est capable de faire ce processus de recrutement, peut-être qu'on serait capable également de pouvoir collaborer et générer ces envies coopératives, parce que c'est dans le collectif qu'on est capable de se sublimer. Seul, on peut peu, mais ensemble, on peut beaucoup. Et Michel-Ange posait une question quand il recevait un enfant, ou un adulte, peu importe. Il posait une question, la voici. À quoi sert une pierre? Parce que Michel-Ange est un sculpteur, dans un premier temps, avant d'être le peintre également à côté. Il posait cette question, à quoi sert une pierre? Et en fonction des réponses, il était capable de savoir si cet enfant, si cette personne sera amenée à savoir travailler et collaborer avec les autres, parce que son enjeu, c'était de basculer des égos aux échos, de basculer de la solitude